Diawara est un ingénieur qui a fait ses études à Londres. Rentré dans son pays d'origine au Mali, il décide de mettre à profit son savoir en réalisant des projets de construction pour changer l'image de son pays. Comme tout entrepreneur, il se heurte à la dure réalité de l'Afrique, celle qui nous oblige tous à tout réaliser de nous-mêmes. Eh bien, il crée alors son entreprise de construction, dans laquelle il prend des travaux des clients de A à Z, qu'il conçoit, qu'il construit et qu'il livre aux clients. On va dans cette vidéo, les amis, découvrir ses projets, car il était interviewé par Philippe Simon de Investir au pays. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sagesse Boutou, je suis architecte et entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle principalement d'architecture, de construction, de développement, d'immobilier et de tout ce qui a un rapport avec la construction. Si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Mais surtout les amis, et encore le plus important, c'est de laisser des gros pouces bleus parce que nous, ça nous aide à savoir que vous aimez bien le contenu et pour soutenir la chaîne. Mon livre, le guide ultime de l'architecture et de la décoration intérieure, est toujours en description. Je vous en parle en milieu de vidéo. Voilà, c'est son entreprise, Diawara Construction. À la fin de ses études, il a décidé de quitter l'Angleterre pour venir s'investir dans son pays, le Mali. Alors que tout le monde aurait décidé de rester à l'étranger pour avoir une première expérience, il s'est dit que c'était sur place que les choses se passaient. Aujourd'hui, on va discuter avec, d'après moi, l'un des jeunes les plus talentueux de sa génération. Il s'agit de M. Diawara, qui aujourd'hui construit des maisons, mais des maisons tellement jolies qu'on se croit à Miami. Donc, Djibril, viens, s'il te plaît. Et aujourd'hui, on est principalement ici dans l'un de ses chefs-d'œuvre. Et le but, c'est qu'il nous parle un tout petit peu de sa vision. Et pour tous et toutes celles qui veulent construire en Afrique, Ça, c'est sa construction. Intéressant, les amis. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Dites-moi un peu. Vous savez, cette vidéo, je pense qu'elle est un peu datante. Je me souviens, on me l'avait envoyé à un moment. Quand je faisais mon programme de mars, je suis tombé dessus. Je me suis dit, tiens, cette vidéo-là, elle est intéressante. au Mali, je pense clairement Qu'est-ce que vous pensez de... Moi, je trouve que c'est... que si vous voulez de belles maisons, Djibril est la personne qu'il vous faut, d'autant plus qu'on sait tous malheureusement toutes les arnaques qu'il y a dans le domaine de la construction. Bonjour Djibril. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir pour cette petite interview. Ça devient intéressant. Est-ce que tu peux donc te présenter déjà Djibril pour ceux et celles qui ne te connaissent pas encore? Okay. On est maître de son destin, chacun choisit sa route. Moi, j'ai décidé d'être entrepreneur. Je suis Djibril Diawara, je suis un jeune entrepreneur. Je construis des maisons, des bâtiments en immeubles. Je fais des usines et je suis aussi dans la construction des routes. Dans tout ce qui est BTP, ça c'est mon domaine. Donc si vous décidez de faire votre projet, n'hésitez pas à contacter notre équipe à Diawara Construction. Merci. Ok. Pour ceux qui sont au Mali, n'hésitez pas à contacter Diawara Construction. Si vous aimez ces projets, Djibril n'a pas l'habitude des interviews. C'est une discussion en Djibril, relax, tout va très bien. Effectivement, déjà Djibril, tu es allé faire tes études en Angleterre. Pourquoi tu n'as pas fait ces études en ingénierie au Mali ou je ne sais pas trop dans un autre pays? Pourquoi tu es allé en Angleterre? C'est tout pour la qualité de la formation qu'ils ont en Angleterre. Premièrement, je devais aller au Canada et après mes parents m'ont demandé d'aller au Ghana pour apprendre la langue. Donc quand j'étais là-bas, j'ai deux de mes amis qui sont allés en Angleterre et comme on était en contact permanent, c'est comme ça que j'ai choisi d'aller en Angleterre. Donc ils t'ont fait comprendre que la qualité était très bonne en Angleterre et tu as décidé d'y aller pour te former. Mais alors, la plupart du temps, quand les gens vont en Europe, ils n'ont pas envie de rentrer en Afrique. Malheureusement, une grande partie de la diaspora ne veut pas rentrer en Afrique. Et toi, ça n'a pas été ton choix. Toi, tu as décidé, à la fin de tes études, de plier tes bagages et de rentrer au Mali. C'était pourquoi? La nourriture te manquait, tu ne mangeais pas le bon mafé là-bas. Qu'est-ce qui te fait faire prendre ce choix alors que la plupart du temps, les jeunes veulent au moins avoir une première expérience? En fait, depuis que je suis parti, j'avais jamais mis en tête que je resterais après mes études. Donc j'ai fait 6 années là-bas et dès que j'ai fini, je voulais juste rentrer chez moi. Donc à la fin de mes études, il y a de mes amis qui ont décidé. Donc ça veut dire que lui, déjà dans son plan, il s'était déjà mis en tête que en venant ici, je viens que pour étudier et rien d'autre. À la fin de mes études, je rentre chez moi. Et c'est ce qu'il a réalisé. Il a eu une vision et il a réalisé sa vision. Il faut avoir une vision. De continuer, de rester. Je me suis dit qu'en Europe, tout est fait. Et en Afrique, rien n'est fait. Tout reste à faire. Donc j'aurais plus d'impact à... En effet, il s'est bien dit, en Europe, tout est déjà fait. Mais en Afrique, tout reste à faire. Imaginez le Gabon, je l'ai appris récemment, mais le Gabon, c'est un pays qui est construit qu'à 10%. C'est-à-dire que 90% du pays, c'est la forêt. C'est incroyable quand même. Il y a tout à faire. C'est vraiment vierge. C'est magnifique à la fois. Ici, j'ai resté en Europe. C'est comme ça que j'ai décidé de rentrer. Comment ta famille a accueilli cette nouvelle? Ma famille voulait que je rentre tout de suite. C'est vrai? Ouais. Je dis ça parce que la plupart des familles ne veulent pas que leurs enfants rentrent. Au contraire même, il y a beaucoup de familles qui prennent mal le fait que les enfants rentrent parce qu'ils estiment qu'on a misé beaucoup d'argent. Les études en Angleterre coûtent très cher. Et puis il faut d'abord que tu rembourses la famille. Donc toi, ta famille était plutôt d'accord pour que tu rentres tout de suite. Ok, mais quand tu rentres tout de suite, comment tu fais pour te faire tes armes? Parce qu'il faut le dire, quand tu es rentré, tu ne t'es pas lancé tout de suite en tant qu'entrepreneur. Tu as d'abord appris les règles locales avant de pouvoir apporter toi-même ta touche. Je te laisse nous raconter un peu ça. Quand je suis rentré, je n'ai pas travaillé pendant 3 mois parce que je venais de finir ma mémoire de fin d'études, donc j'étais un peu épuisé. Donc je suis resté à la maison pendant 3 mois, je voyais un peu la famille. Donc c'était vraiment pour me relaxer, quoi. Et après cela, je suis allé au Sénégal pour 4 mois pour travailler. Il parle un peu bas quand même. Construction. C'est avec le groupe Sidima. Ils ont une branche
qui s'appelle Batixa dans les BTP. Donc je travaille avec eux pendant 4 mois et on a fait beaucoup d'immeubles au Sénégal, à Dakar. Et après 4 mois, je voulais vraiment rentrer au Mali aussi, quoi. Parce que je pense que j'en avais assez de rester à l'étranger. Donc je suis rentré au Mali et j'avais un grand frère et cousin qui est entrepreneur. Donc je le suivais un peu dans ses sentiers, comment ça se passait et tout. Et après j'ai décroché un boulot à la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, comme assistant ingénieur. Et je travaille là-bas pendant 3 années. Et entre-temps, j'avais commencé déjà, j'ai ouvert mon entreprise de construction. Donc j'ai commencé à faire des boulots. Après mon service 9 to 5, j'ai visité mes sentiers et les week-ends aussi. Donc j'étais actif pratiquement tous les jours. Et quand j'ai commencé à avoir des marchés, j'ai décidé de lâcher mon boulot de salarié. D'accord. En gros, il n'est pas venu directement créer son entreprise, mais il est d'abord entré, il a été un peu actif, il a commencé à travailler, et c'est en parallèle de son travail finalement qu'il a eu à créer son boulot. C'est le grand classique de l'entrepreneur malin et un entrepreneur à succès. Jamais laisser son boulot avant de n'avoir fait de son business une source de revenus convenable pour nous. Alors ça, c'est un très bon schéma. Je dis c'est un très bon schéma parce que malheureusement, je connais beaucoup d'ingénieurs en génie civil et ce message vous est adressé qui ont fait comme toi. Sans rentrer d'Europe, je connais plein qui ont fait pont et chaussée en France, qui est une très bonne école, qui sont rentrés au pays, qui, comme toi, ont commencé à travailler dans des entreprises, ont eu des bons postes et en parallèle ont eu des marchés. Donc aujourd'hui, ils font des marchés en parallèle. Le seul problème, c'est que ça fait 5 ans, 10 ans qu'ils font les deux. À aucun moment, ils n'ont décidé de lâcher complètement leur boulot. C'est la peur qui fait ça, la peur. Vous savez, quand tu entreprends, forcément, la peur, c'est quelque chose qui sera toujours là. Mais il faut faire avec. Sinon, si tu as toujours peur, tu ne feras jamais les choses. Donc oui, je sais que c'est la peur. Je pense que tant qu'on est entre deux comme ça, on ne gagne pas pleinement tout ce qu'on peut faire en entrepreneuriat. Ouais. Qu'est-ce qui toi t'as décidé? Alors tu as dit que tu as commencé à gagner justement. À quel moment tu t'es dit, c'est bon, je lâche? Parce que j'imagine que par contre, quand tu as dit que tu lâchais ton boulot aux Nations Unies, tout le monde a dit, ouais, alors là, lui, il est fou. Exactement le mot qu'ils ont dit. C'est ça. Parce que les gens sont rassurés. Ils pensent qu'avec les salariales, en fin de mois, que tu travailles ou que tu ne travailles pas, tu as ton salaire. Et quand j'ai dit aux gars, bon, gars, vous savez quoi, moi j'ai décidé de lâcher ça. Je vais me concentrer à mes activités. Ils disent, mais quoi, tu peux faire les deux? Je dis non. Si je fais les deux, là au boulot, ils disent qu'ils me payent et je n'ai pas plein pouvoir sur mon temps. Donc je préfère lâcher ça pour me concentrer à 100% à mon activité. C'est comme ça que j'ai décidé de partir. Ils disent non, ça paye bien. Je dis ouais, mais ce que j'ai quand un entrepreneur, c'est moi seul qui sais. Donc je me jette avec les 2 pieds. Mais justement, quand tu t'es lancé, aujourd'hui par exemple, en termes de revenus, est-ce que tu gagnes mieux que quand tu étais en société, en entreprise? Totalement. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Ouais. Je veux que tu te dises ça parce qu'en fait, il y a beaucoup de jeunes qui sont entre deux. C'est-à-dire qu'ils ont un business qu'ils lancent, qui rapporte de l'argent et ils ont un boulot qui leur prend beaucoup de temps. Et malheureusement, ils ne sautent jamais le pas. Et moi, j'ai envie de profiter de cette interview parce que tu es typiquement le genre de profil que j'aime pour ça. Je suis passé par là moi aussi, hein. J'étais entrepreneur, ensuite je me suis lancé. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Et je pense que la prise de risque, parce que c'est une prise de risque, mine de rien, fait que tu te déploies tellement. Parce que quand tu bosses dans le salariat, on peut dire ce qu'on veut. Quand tu bosses dans le salariat, ça a quand même des limites. Ça a des limites dans la possibilité de tout ce que tu peux faire. Et quand tu décides, donc, comme toi, courageusement de te lancer, eh bien, généralement, financièrement au moins, ça vaut la peine. Et donc, du coup, tu décides de te lancer. Et alors, honnêtement, je vais te dire moi ce qui m'a le plus marqué. Et je pense que les gens vont le voir dans l'interview. C'est la qualité de tes maisons. Je ne sais pas si... moi, je fais souvent des vidéos. Donc ça, c'est ses maisons. Ça ne va pas beaucoup m'étonner. Hein. Ça ne va pas beaucoup m'étonner parce que c'est quand même quelqu'un qui a vécu à Londres. Il a fait de l'ingénierie, même s'il n'a pas fait de l'architecture, mais il a fait quand même de l'ingénierie. Il a eu à voir des maisons et à construire peut-être des maisons. Enfin non, il n'a pas construit en Europe, mais il a quand même eu à voir. Et c'est quand même quelqu'un de raisonnable. Il s'est dit non, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas les faire comme ils font. Bah non, je vais essayer de proposer quelque chose de différent. Même si en point de vue fonctionnel, c'est pas forcément ça, mais au moins la façade, ce qui est de l'extérieur, ça change. Et c'est ce qu'on veut. Vidéo en Afrique, je me balade partout, je monte les maisons. Et j'ai toujours été frappé par le fait que dans beaucoup de capitales, même à Bamako, il faut se dire ça. Excuse-moi de dire ça, mais les maisons sont moches. Ouais. Les immeubles sont moches. Philippe Simo, il faut dire clairement les termes. Les maisons sont vraiment moches, mais très très moches. Hein. Vraiment moches, dégueulasses, avec beaucoup de poteaux inutiles en façade, avec des balustres. Qui utilise encore des balustres? Qui utilise encore des balustres? Ça s'utilise plus. Je suis désolé, ça s'utilise plus. Il y a qu'en Afrique que je vois les constructions neuves, les gens ils mettent des balustres. On fabrique encore des moules, des balustres. Vous savez, les balustres, c'est les garde-corps avec cette forme-là. Ils sont moches. Et la plupart des bâtiments se ressemblent. C'est le même design et c'est des designs basiques. Alors...
Donc si je comprends bien, ça c'est un design qu'il a fait. Déjà le mur de clôture, j'aime bien, c'est bien. Ça change, hein, ça change. On n'a pas 10 000 carreaux, à part sur cette terrasse. On a des petites dallettes, c'est bien. On a de l'espace vert. Ouais, je me suis renseigné un peu, on m'a dit que c'est parce que les propriétaires n'aiment pas payer les architectes, parce que les architectes ça coûte cher. Et donc ils prennent des ingénieurs en génie civil. Et on m'a même dit que parfois ils ne prennent même pas des ingénieurs en génie civil, ils prennent des gars au quartier et ils leur demandent de construire des trucs. Ouais. Toi, tu as le souci de l'esthétique. D'où ça te vient? Moi, je me dis... Et j'aime bien ces murs brise-vue qu'il utilise là. C'est toujours pas mal. Chaque projet que j'ai fait... Oui, ça change quand même la façade. Hein. Quand tu as cette maison-là, tu as vraiment une maison différente des autres à côté. Ça, c'est bien. C'est intéressant. Mon image. Donc, même si les clients ne payent pas pour les frais architecturaux, moi, je les paye. Parce qu'après, on va dire qui a fait ces bâtiments-là. C'est mon nom qui va venir. On ne va pas dire c'est pour qui. Qui a fait les bâtiments-là? Ah, très bon point. On ne va pas dire c'est pour qui, on va dire qui a fait le bâtiment. Qui a fait les bâtiments-là? Et généralement, tous mes projets, ou la plupart de mes projets, quand on les fait, on peut voir dans un rayon d'1 kilomètre, on n'a pas un projet similaire. Donc, je mise vraiment sur... Bah oui, dans un rayon d'1 kilomètre... Attends, il paye un architecte, ça veut dire qu'il travaille quand même avec un architecte et que c'est pas lui qui conçoit. Donc, c'est ça qui fait toute la différence. Non, mais j'ai vu ta maison. Là, on est chez toi déjà, par exemple. Tu as voulu prêcher, par exemple. Tu n'as pas voulu juste construire pour les gens. Tu as construit une très belle maison. C'est un showroom. C'est un showroom, en fait, c'est ça. La maison, elle est magnifique. Tu as construit une très, très belle maison pour toi-même. Et en fait, en réalité, qui est un showroom. Et ça, tu me l'as dit. Rien que la visite de cette maison, tu as déjà fait gagner énormément. Regardez, c'est magnifique, regardez. C'est ce que je vous disais. Mais il n'y a pas d'ingénieur en Afrique ou quoi? Souvent, quand je vois des projets, vous voyez, là, ce débord-là, on m'aurait bourré de poteaux ici. Mais lui, non, il a fait ça. Il l'a mis en porte-à-faux. Un ingénieur en génie civil. Ça, c'est un vrai gars qui étudie ailleurs, qui montre son savoir. C'est-à-dire qu'il me l'a mis en porte-à-faux. Là, il n'y a pas de poteau. Là, je suis d'accord. Mais si il y a beaucoup de projets, je sais, une rangée incroyable de poteaux ici, on ne sait même pas pourquoi. Les poteaux ne sont pas justifiés généralement quand on les place en Afrique. On met juste un poteau parce qu'on se dit, ah, là, il faut que je mette un poteau pour que ça protège. Mais non, ça protège rien, en fait. Il y a des normes de béton. Il y a des fonctionnements, des choses. De marché. Ouais. Comment ça se passe? Les gens passent en route, ils voient la maison et ils disent, qui a construit ça? Exactement. C'est ça. Ah oui, les gens ils non, mais c'est génial parce que. On était en chantier. Oui. C'est en porte-à-faux, c'est magnifique. Ça, c'est ses chantiers à lui. C'est propre, hein. Franchement, les chantiers, moi, je trouve ça va, c'est propre. C'est assez linéaire. Bon, j'ai l'impression qu'il y a un peu de déformation ici, mais j'imagine que c'est peut-être la caméra. On va essayer de te dire que c'est ça pour les perspectives, vous voyez. Parce que là, tu as l'impression que c'est un peu tordu, comme ça, tac, tac. Et bon, on va se dire que c'est un peu la caméra. Mais, oui, non, ça va, c'est propre. Il y a des grandes ouvertures. Il joue beaucoup sur les grandes ouvertures, l'espace. Une construction moderne. Franchement, moi je trouve ça c'est bien. Ici, rien qu'en chantier. Oui. Pour te dire. Donc c'est pour des... Ça c'est ses projets. Non, ça c'est sa maison pour le coup. Ok. Je pense que si je construis au Mali, je vais le prendre comme ingénieur. Et vu que non, il a une société de construction aussi. Donc c'est vraiment un ingénieur qui a une société de construction. Donc ouais, je vais aussi le prendre pour des constructions s'il est disposé. Projet, il faut le faire. De toute façon là, je lui fais de la pub gratuite. Je pense que les Maliens, vous avez trouvé votre constructeur. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas faire des projets à moitié. Non, ça va, c'est pas mal. Ce que j'aime moins, c'est portes en gris là que j'aime moins. Mais sinon, ces portes en gris, il aurait pu mettre des stores métalliques et laisser tout ça vitré, tu vois. Et peut-être vitrer tout ça jusqu'ici. Parce que là, on est en Afrique, en fait, c'est pour ça que je le dis. Et c'est ça, c'est ma vision toujours. Ouais, j'aime bien le porte-à-faux. Après, le porte-à-faux, j'aime bien, mais sauf que je veux pas avoir ces consoles-là. Il y a un faux plafond qui protège tout ça pour que ce soit totalement lisse. Vous voyez, ce souci de l'esthétisme architectural. Bien entendu, tu peux bien faire les choses, mais un architecte, c'est un architecte, les amis. Un vrai architecte, c'est un vrai architecte. Je vous ai montré plein de fois les projets des constructions des architectes en Europe, etc. Ça a toujours été des trucs. Je n'ai pas eu grand-chose à dire. Je les ai juste commentés sur le bon terme. Les gens me disent parfois, oui, tu trouves pas des défauts. Non, mais tu ne trouves pas. Je suis désolé, mais les vidéos sont sur la chaîne. Allez-y voir. Un architecte reste un architecte quand il fait le plan, quand il conçoit la chose. This is what it is. J'ai fait un truc que j'ai fait à plein cœur. Full time, comme si c'était ton propre projet. Quoi. Parce qu'on a visité un peu quelques-unes de tes maisons. Franchement, les maisons sont magnifiques. Les projets de Djibril sont... En fait, ce que j'aime avec ces projets à lui, c'est que, franchement, quand tu vois un de ces projets, en fait, finalement, c'est pas vraiment une question de philosophie. C'est surtout l'endroit dans lequel vous vous trouvez. C'est-à-dire que quand il construit, lui, c'est pas un projet que le voisin qui a appris n'importe qui va faire. Et moi, je trouve ça un peu dommage que les seules personnes qui apportent de l'innovation, des changements, c'est des gens qui viennent un peu d'Europe parce qu'ils ont vu. Et que les Africains eux-mêmes qui restent sur place ne daignent pas s'informer. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui. Tu peux voir tout ce que tu veux. Tu peux même naviguer sur Internet. Tu te balades même dans les rues de New York sur Internet. Donc, des fois, faut pousser l'imagination très 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 loin. Mais il n'y a pas ça. Vraiment géniaux. Non, mais c'est pas pour te flatter. Hein. Je pense que même quand j'ai fait des vidéos, les gens qui suivent la chaîne, quand j'ai fait ça en direct, étaient émerveillés parce que tu as vraiment le souci de l'esthétique. Tes maisons n'ont rien à envier aux maisons qui sont à Miami, qui sont en Californie, qui sont je ne sais pas trop où d'autres. Tu fais de très très belles maisons. Et ça nous manque en Afrique. D'autant puisqu'on a de Il y a un truc qui me fait rire, mais je vous dirai pas c'est quoi. l'espace. Non, mais ça va, franchement, ça va. Le type, il se débrouille, il fait du bon travail. Parfois. Et
tu sais, je ne sais pas si on commence à avoir ça ici au Mali, mais en Côte d'Ivoire et au Cameroun, par exemple, et même au Sénégal, les bâtiments commencent à s'effondrer. Totalement, ouais. Et j'aime Ouais, généralement les bâtiments s'effondrent. Encore une fois, c'est parce que les clients, quand toi tu veux construire ta maison, faut savoir que tu vas dépenser beaucoup d'argent. Et faut aussi savoir un truc que tu dois faire les études de sol, surtout si tu veux construire des immeubles. Quand tu commences à faire un immeuble, études de sol obligatoire, les experts doivent passer. Ces études de sol, c'est ça qui va partir à l'ingénieur pour qu'il détermine les fondations qui vont pouvoir faire d'office de support pour ton bâtiment. C'est comme ça que ça se passe la construction. C'est pas la magie, tu viens, tu fais tac tac, tu veux juste dépenser au minimum pour rentabiliser. Non, si t'es pas fait pour ça, tu construis pas, c'est tout. Comme ça. C'est pourquoi on vous dit travail dur, tu vas avoir de l'argent, tu vas construire. Mais en voulant juste gratter, tu vas finir par faire écrouler ton bâtiment et en voulant te regagner, on finit par perdre. Ceux qui ont l'argent n'ont pas les idées. Et nous qui avons les idées, on n'a pas l'argent pour faire. Donc, c'est un peu compliqué. Ça, je connais ça tellement. Donc, toi, tu viens avec tes idées. Toutes moi, les idées qu'il y a là-dedans. Si vous voulez construire, franchement, Diawara Construction, entreprise très solide, qui fait de très, très beaux projets. Alors attention, vous allez peut-être voir les images, vous allez vous dire que mais lui, il ne construit que pour des milliardaires parce que ça, c'est des grandes maisons. Tu construis pour tous les budgets, en fait. Mais il y a toujours la recherche du beau, la recherche de l'esthétique. Mais je tiens à dire quand même que la construction, ça coûte énormément cher. Si vous n'êtes pas prêt financièrement, ne vous lancez pas. Oui, je viens de le dire. Ça coûte cher la construction, c'est pas pour les enfants. Si tu veux construire, faut que tu saches que tu as ta poche, tu vois. C'est pourquoi c'est bien d'être avec un expert parce qu'un expert, il va te donner un estimatif de ton projet une fois que vous allez aller au bout. Un estimatif de ton projet, tu sauras à peu près combien ça va te coûter. Et là, tu te verras, ok, donc combien de temps je peux le lancer, comment je peux me lancer, tu vois. Mais quand tu commences toi-même, oui, j'envoie juste tant au pays, j'envoie tant au pays pour que ça monte petit à petit, tu vas faire 5 ans, 10 ans. Quels travaux? Une maison, plein pied ou bien un étage, fait 5 ans. Des trucs qui se font 6 mois, vous les faites en 4 ans, 3 ans, 5 ans. Non. Et c'est dommage. Très bon point. Parce que du coup, tu bloques l'argent, le projet n'est pas fini, donc il ne te rapporte rien. Rien. Et malheureusement, j'ai vu ça à Bamako, je vois ça partout. On a plein d'immeubles dans nos pays qui sont à l'abandon. Et c'est généralement des gens qui ont commencé... Les immeubles, j'en ai parlé dans une de mes vidéos, allez-y voir sur la chaîne. Les immeubles, pourquoi en Afrique les maisons sont abandonnées? J'en ai parlé dans une vidéo. En fait, les immeubles sont abandonnés parce que les gens construisent sans plan. Tout ce que vous entreprenez dans la vie, s'il n'y a pas un plan, tu ne peux pas voir le bout. Tu ne sais pas où tu vas finir. Tu avances dans le vide. C'est comme si tu as avancé dans le noir et il y a un trou. Bah, finalement, tu finis par tomber. Tu avais la lumière. Tu ferais, ah, il y a un trou, je dois le dévier. Le plan, la vision, le mood board. Et qui ont fait quelque chose et au final, ça reste là pendant des années. C'est un très bon point. La construction, et c'est vrai que souvent le dit, la construction coûte cher. La construction coûte cher, surtout quand on veut faire de bons projets. Mais même quand on veut faire n'importe quel projet, la construction, ça coûte cher. Ça coûte cher et c'est pour la vie. Donc, il faut pas s'amuser dessus, au fait. Tu le fais ou tu le fais pas. Voilà. Ok. Djibril, si quelqu'un veut aujourd'hui, par exemple, réserver les gens qui vont voir cette vidéo, qui voudront te contacter, qui voudront construire avec toi, comment on fait pour te joindre? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Oui, j'ai un numéro de téléphone qui sera affiché tout à l'heure sur la vidéo. Ok, donc le numéro sur lequel vous pouvez joindre Djibril va s'afficher, donc on va le marquer pour que vous puissiez le contacter. Si vous avez des besoins de construction, il va pouvoir vous proposer. Mais vraiment, si vous cherchez quelque chose de beau, d'esthétique, c'est vraiment ça qui le caractérise. C'est le gars qu'il faut voir, vraiment. Si vous avez le souci du beau, je fais cette vidéo aussi parce que je me rends compte que la diaspora malienne ne le connaît pas. La plupart des projets qu'il réalise, 90%, 95% de ces projets sont faits pour les gens en interne. Et pourtant, la diaspora, qui en réalité cherche les gens comme toi, cherche les gens qui... Parce que quand tu as voyagé, tu as vu des maisons, quoi. Tu as vu des trucs jolis, magnifiques. Tu as envie de rentrer au pays et reproduire ça. Donc, la diaspora malienne, et que... D'ailleurs, j'ai un projet au Mali, là. Je pense que je veux dire. Si vous êtes dans la sous-région et que vous voulez que Djibril puisse construire pour vous, vous contactez le numéro qui s'affiche et il se fera un plaisir de vous accompagner dans votre projet. Les amis, parenthèse aussi, je fais ma promotion. Le livre, le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur est en ce moment en description. Vous avez le lien, vous allez sur le site. C'est un guide qui vous aide pour vos projets de construction, pour vos projets de décoration d'intérieur, pour vos projets d'aménagement des espaces. C'est vraiment un livre complet pour les passionnés de la décoration, la construction, de l'architecture. N'hésitez pas à vous en procurer, ça vous aidera énormément. Du design jusqu'à la finition. Et si les gens ont déjà un projet qui a commencé, est-ce que tu peux les aider à finir? Oui, totalement, totalement. On part, on fait l'état des lieux et on voit ce qui est à lieu de faire, on fait un devis et on donne à la personne. Si on convient, on fait un contrat et on commence les travaux. Maintenant, le message que je veux adresser s'adresse aux autorités maliennes. Pas qu'aux autorités maliennes, mais pendant notre visite de la ville, tu m'as montré un chantier, on ne va pas dire lequel, sur lequel tu t'étais beaucoup donné pour pouvoir remporter ce marché-là. Et au final, tu l'as perdu au profit d'une entreprise libanaise, étrangère, pour le coup spécifiquement libanaise. C'est triste. Je trouve que c'est triste parce que l'inverse ne se ferait pas au Liban. Ça j'en suis quasi certain. Si tu débarques là-bas, Diawara Construction, et il y a un bel immeuble qu'on veut construire au Liban, tu peux fournir tous les plans que tu veux, tous les prix que tu veux. On peut être quasiment certain que tu ne vas pas gagner l'appel d'offres. Et pourtant, dans nos pays, ce genre de situation se multiplie. C'est-à-dire que je suis souvent le premier à le dire. Quand il n'y a pas une alternative locale, ok, je suis d'accord qu'on aille prendre des étrangers. Mais quand on a quelqu'un local qui peut le faire,
qu'il a démonté parce que tu as des constructions qui valent plus qu'un milliard de francs CFA. Tu as des constructions que tu as faites qui valent plus qu'un million d'euros, plusieurs millions d'euros même. Mais que tu aies pu réaliser des projets aussi grands, c'est-à-dire que quand on voit ton portfolio, on voit tout ce que tu as pu réaliser. Et que quand même on décide de ne pas te faire confiance parce qu'on va se dire que les Libanais font mieux, les Blancs font mieux. Comment les Chinois même font mieux? Comment tu vis ça toi? Parce qu'on en parle parfois théoriquement, mais toi tu vis ça au quotidien. Comment tu le prends? Bon, c'est vrai que c'est dommage. On a des entreprises ou des professionnels du domaine local, des nationaux, qui sont très bien. Donc, c'est dommage d'aller donner aux étrangers à ses concitoyens. Mais tout est question de choix. On ne peut pas forcer un client. Je propose qu'on aille sous ton... Ouais. Tu dis on ne peut pas forcer? On ne peut pas forcer un client à te donner son projet. S'il décide de donner à un étranger, c'est son plein gré. Mais comme tu l'as dit, ailleurs ça ne se passera pas comme ça. Si moi je vais compétir avec un Chinois en Chine, et forcément si c'est un Chinois les clients en Chine, il va donner à son compatriote. Et la même chose en France, en Liban, en Turquie, c'est toujours pareil. Donc je pense, entre nous, Maliens, Africains, on doit être solidaires. C'est comme ça que les Juifs ont reçu. S'il y a un Juif ou dans notre communauté, quelqu'un qui fait le même business, dont toi tu as besoin de prestations, tu le mets en compétition avec un autre, il va donner forcément à son frère juif. Et c'est ça qui, comme on le dit, l'union fait la force. Donc, mais tout est question de choix. On ne peut pas décider à la place des autres. Mais je pense que les nationaux doivent être des nationaux qui priment des patriotes sur leurs frères nationaux. Mais souvent aussi, c'est un autre point aussi. Les amis, une autre chose que je veux vous dire, c'est que, vous savez, quand tu es entrepreneur, quand tu entreprends, quand tu as une entreprise, tu dois vraiment améliorer ton speech, ton discours. C'est-à-dire que ton discours, c'est celui qui va te crédibiliser aux yeux des gens. Tu vois, quand tu veux présenter un projet, tu veux parler aux clients, tu dois vraiment inspirer, tu dois vraiment donner envie quand tu expliques des choses aux gens. Tu dois vraiment avoir cette aisance. Ça ne vient pas d'un coup. Il faut le pratiquer, il faut discuter, il faut avoir à interagir avec les gens, avec des clients, etc. Souvent, j'ai interagi avec des foules, des gens qui sont là à m'écouter, je leur explique un projet. C'est comme ça que tu réussis à convaincre les gens. Tu vois, par exemple, je suis un peu l'interview de notre ami Diawara. Il a ce mal à converser, à discuter. Or, pour défendre ses projets, il faut avoir ce dialecte-là. Vous comprenez? Il faut avoir ce... Après, j'allais dire, c'est peut-être parce qu'il vient d'un pays anglophone. Non, enfin, il est né au Mali, donc il est né là, il est juste parti pour faire des études. Donc, sa langue d'origine, c'est ça. Donc, franchement, il faut vraiment faire l'effort de savoir parler en public. Enfin, même pas seulement en public, de savoir expliquer ses idées, de savoir défendre ce qu'on a à cœur et pouvoir l'exprimer pour que les gens nous comprennent et finalement les gens soient séduits par nos idées. Il y a des entreprises aussi locales qui ne font pas bien leurs travaux. Beaucoup d'entreprises locales ne font pas bien leurs travaux. Locaux. Oui, je suis d'accord que on ne doit pas donner le travail à un frère juste parce que c'est un frère. Exactement. Par contre, quand on a la compétence, c'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure que tu as la compétence. Tes chantiers ici à Bamako sont visibles. Okay? C'est pas comme si tu as la compétence. En très peu d'années, tu as construit énormément. C'est-à-dire que ton entreprise aujourd'hui a énormément de réalisations. Tu l'as dit, des bâtiments industriels, des immeubles. Vous savez, en ce moment, j'ai beaucoup de projets de construction un peu partout et principalement en Côte d'Ivoire. Et justement, il y en a beaucoup de ceux que je ne prends pas parce que ceux qui sont pour le coup moins intéressants, ça veut dire que peut-être le client n'est pas prêt, il n'a pas assez de budget pour les attendre. Parfois, il y a un client, il te veut quelque chose de grand, de bien, mais il n'estime pas à quel point ça sera assez cher. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas certains projets et surtout que j'essaie de me limiter dans une gamme d'un certain standing. Quand c'est moi-même qui les fais, en tout cas en persona. Donc, j'hésite un peu souvent à prendre certains aussi projets parce que je pense que vous en avoir un peu trop pour finalement réduire la qualité. Non, la qualité doit être toujours le cœur de votre métier quand vous voulez entreprendre, au-delà de la quantité. À peu près tout construit. Donc, on peut aller facilement voir, OK, qu'est-ce que Diawara Construction a fait? On peut le vérifier. Donc, et on peut discuter avec tes anciens clients pour voir est-ce que c'était quelqu'un qui travaillait sérieusement, est-ce qu'il a respecté les délais, est-ce qu'il a tenu le budget qu'il avait annoncé au départ. Donc, les entreprises en réalité peuvent vérifier, les donneurs d'ordre peuvent vérifier quelles sont tes cartes de visite et décider. Mais parfois, malheureusement, comme tu l'as dit, c'est peut-être à cause des complexes. Tu sais, et ce que tu as dit là est très important. Ce n'est pas parce qu'un noir a échoué que tous les noirs sont mauvais. Parce que le raisonnement qui consiste à dire que, par exemple, il y a des entreprises turques, des entreprises chinoises et libanaises qui ne font pas bien leur travail. Même ici dans nos pays. Il y a des gens qui ont donné des gros contrats à des entreprises chinoises, libanaises, ça n'a pas marché. Est-ce que c'est parce qu'une entreprise libanaise n'a pas marché qu'ils ont considéré qu'ils ne doivent plus travailler avec les Libanais? Non. Ils ont considéré que ce Libanais-là n'était pas bon. Et ils vont bosser avec un autre Libanais. Pourquoi quand ce sont les Africains, si un Africain fait mal, on considère que les Africains font mal?
il y a un problème. Ok? C'est peut-être parce que les Africains en général font mal. C'est pour ça. En fait, pour les yeux des gens, c'est la généralité généralement. Je peux vous donner l'exemple. Pourquoi est-ce qu'on considère que les trucs chinois, c'est des trucs qui sont de basse qualité, de mauvaise qualité? Pourquoi? Parce que généralement, une grosse partie des produits chinois, c'est fait pour des petits budgets. C'était conçu comme ça. C'est conçu pour des petits budgets. Donc, pour des petits budgets, ils investissent moins dans les matières premières. Donc, ce qui veut dire que ça crée une qualité très basse. Par contre, il y a aussi des trucs très bien, des trucs de qualité, des trucs vraiment de première qualité, beaucoup mieux que ce qui est fait en Europe ou ailleurs, au Japon, et même la majeure partie même des trucs en Europe, c'est fait en Chine. C'est juste qu'en Europe, ils en vendent beaucoup plus d'une qualité un peu plus premium que ce qu'on en vend en Chine. Mais ils ont tellement porté cet habit, ce vêtement-là de mauvaise qualité que on les met dans un contexte général. Les gens parlent toujours selon les généralités. Généralement, en général, on va dire que les Africains, ils font des trucs, c'est pas vraiment de la qualité, c'est vraiment, les constructions sont moches, l'Afrique est sale, mais c'est pas toute l'Afrique est sale, mais on va te dire l'Afrique est sale. Pourquoi? Parce que c'est une généralité. L'Afrique en général, surtout l'Afrique subsaharienne, c'est très très sale. C'est vraiment une généralité. Et l'être humain, il est habitué à parler en général. Il va pas te prendre des petits exemples, non. Il va te parler en généralité. Tout le monde fait ça, je fais ça, tout le monde fait ça. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et c'est ça. Si telle entreprise a mal fait, ok, telle entreprise, je ne travaille plus avec elle. La prochaine fois, je vais davantage vérifier mes références. Mais ça ne veut pas dire que tous les Noirs sont des incompétents. Parce que quand il s'agit des autres, on n'applique pas ce genre de logique. Et c'est un non-sens. Donc moi, je suis d'avis avec toi que ceux qui dirigent, non, quand c'est les autres, on applique exactement la même logique. Ceux qui ont des business, ceux qui décident, ceux qui veulent construire et qui vont regarder cette vidéo, parce que je pense qu'elle va être pas mal regardée par les Maliens, parce que chaque fois qu'on fait une vidéo dans un pays, les gens du pays regardent beaucoup. Donc, communiquez ce message-là, s'il vous plaît. Que l'on arrête de donner le sentiment aux Africains que parce qu'une personne ou deux personnes ont mal fait, tous les Africains sont des incompétents. Ce n'est pas vrai, ok? Ouais. Il y en a des preuves palpables qui permettent de vérifier que le prestataire avec lequel on veut travailler. Bah, l'autre preuve que je vais vous donner l'autre preuve pourquoi les généralités sont pas souvent fausses. Vous savez, les généralités sont pas très fausses. Écoutez, lui, Jawara, il fait bien. Pourquoi à votre avis? Pourquoi? À votre avis, où est-ce qu'il étudie? En Europe. Est-ce que vous pensez que s'il avait étudié en Afrique, il aurait fait aussi bien? On va se dire la vérité, je ne pense pas. Je pense pas qu'il aurait fait aussi bien. Donc, les généralités, finalement, n'ont pas totalement tort. Est assez bon. En conclusion de cette interview, Djibril, quel conseil tu peux donner, 2-3 conseils, à quelqu'un qui veut construire? Que ce soit avec toi ou pas, quel conseil de manière générale tu peux donner en fonction des erreurs que tu vois les gens commettre tout le temps dans le domaine de la construction? Le conseil que je peux leur donner, je pense, si vous voulez réaliser votre projet de construction, faites un plan. Okay? Quand vous faites un plan, faites un devis et vous pouvez les comparer aussi les devis. Et aussi, faites votre construction par une entreprise. N'allez pas au quartier ou chercher un maçon pour faire votre construction. C'est jamais une bonne idée d'aller prendre un maçon, un gars qu'on a vu dans le coin. C'est jamais une bonne idée. Mais non. C'est comme si tu te dis, ok, moi je suis malade. Je prends un gars qui est dans le coin, qui vient de m'injecter des seringues. Non, mais non, c'est jamais une bonne idée de faire ça. Jamais. Je comprends pas comment les gens ont cru que ça c'était une bonne idée de faire ça. Un projet magnifique. Donc, comme je l'ai dit, la construction coûte cher pour badiner avec. Il faut mettre les paquets, vous trouvez une entreprise sérieuse. Vous pouvez comparer entre les entreprises et vous regardez le prix qui vous convient. Et vous pouvez donner à l'entreprise qui est mieux disant ou par rapport aux qualités ou aux services qu'il vous propose pour votre projet. En fait, c'est ça, il ne faut pas toujours aller vers le moins cher. C'est très important. Parce que si vous prenez par exemple 3-4 entreprises pour un travail, disons une entreprise dit 100 millions, l'autre dit 95 millions, l'autre dit 105 millions et l'autre dit 40 millions, n'allez pas prendre celle qui dit 40 millions. Ah oui, ça c'est vrai. Même ici en France, vous savez, même ici en France, parfois, quand on fait des comparatifs de devis, il y a des entreprises parfois qui sont très bas, mais les amis, des fois tu regrettes. Donc, faut jamais prendre le moins cher. Le moins cher, c'est pas bon. En fait, moi, je suis très clair. Je suis quelqu'un de très très clair. Quand je propose un prix à un client, ça veut dire que je sais le travail que je suis en train d'effectuer, le travail de conception. Je sais que le client derrière, il sera content. L'idée, c'est que lui, il soit content, que moi, je sois content. Je veux pas marger sur des prix. Déjà, je peux pas marger. Je suis déjà dans une gamme de haut standing et du luxe. C'est pas là à beaucoup marger ou discuter. Hein. On discute pas beaucoup. Quand tu fais un truc, c'est que les gens qui me contactent, c'est vraiment les gens qui savent ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent construire. Du moins, une fois qu'on a un rendez-vous et qu'on discute. C'est pourquoi faut savoir votre niche, déjà votre gamme. Vous savez, vous vous mettez dans une gamme. Vous n'êtes pas tous obligés d'être dans des gammes hautes. Non, il y a des gens qui peuvent faire des maisons pour monsieur, madame, tout le monde. Moi aussi, ça ne m'empêche pas de faire de monsieur, madame, tout le monde. Ça dépend. Encore une fois, ça dépend de l'intérêt que j'ai pour le projet et de l'efficacité, de la rapidité du client à financer son projet. Généralement, c'est ça qui rentre en compte dans la sélection des projets. Donc oui, il ne faut pas juste choisir la première venue. Il faut vraiment prendre celle qui saura faire le projet que tu veux pour toi. Parce que ça prouve qu'il n'a pas compris quelque chose. Et vérifiez le contenu aussi. Vérifiez bien ce qu'il vous met dans les 40 millions. Parce que sinon, vous allez venir trouver quelque chose qui a une forme bizarre. Il va vous dire que c'est ce que vous avez payé. Donc, moi, je dis qu'il faut chercher le meilleur rapport qualité-prix. C'est-à-dire qu'il vous donne une certaine qualité et derrière, il a un prix correspondant qui est acceptable. Pas juste meilleur rapport prix, mais meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que tu veux dire quelque chose d'autre pour cette interview?
Oui, je tenais à dire, si vous avez... Jawara Construction, c'est une très bonne entreprise de construction au Mali. N'hésitez pas à les contacter. Donc, leurs informations sont là. Je leur fais de la pub gratuite. Dans ce mois-ci, je vais aussi vous parler d'une autre entreprise très intéressante. Mais là aussi, vous allez voir, ils font vraiment des trucs incroyables. Et vous allez découvrir dans quel pays c'est. Restez attentifs. Pour me contacter, les amis, il suffit de cliquer sur le lien en description. Vous allez réserver un rendez-vous téléphonique avec moi. On va discuter de votre projet et je verrai si je peux vous suivre ou non. Et ce, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez. Mali, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Cameroun, peu importe le pays dans lequel vous vous trouvez, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. N'oubliez pas aussi, mon livre, le guide ultime de l'architecture et de la décoration d'intérieur est disponible sur le lien en description. Faites-vous plaisir, ça va vous aider à faire des économies sur vos futurs projets de construction. C'était Sagesse Bouto, l'architecte. Je vous dis, prenez soin de vous.